manchettes aujourd'hui, Yves Perron explique les récentes demandes du Bloc québécois et les règles pour la construction de garages encore en question à Lanoraie. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mardi 18 août. Alors le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a annoncé sa démission hier soir. C'était une des revendications récentes du Bloc québécois. Nous avons rencontré le député bloquiste qui représente notre circonscription, Berthier-Masquinongé, vendredi dernier en après-midi devant l'hôtel de ville de Saint-Gabriel de Brandon où le marché Brandon tenait une activité extérieure. Alors, avec le député Yves Perron, nous avons discuté de deux des plus récentes revendications du Bloc, dont la démission de Bill Morneau, ministre des Finances du Canada jusqu'à hier soir, du premier ministre Justin Trudeau et de la chef de cabinet du premier ministre, Katie Telford. Mais auparavant, nous avons aussi abordé avec lui la demande d'une enquête du Bureau de la concurrence sur les frais et pénalités imposés par certains grands détaillants en alimentation aux producteurs et transformateurs. Encore une fois, on va vous demander d'être indulgent avec la voix de l'intervieweur puisque je portais le masque au moment de l'entrevue avec M. Yves Perron. Voici l'essentiel de l'entrevue qu'il nous a accordée. Le député de Berthier-Masquinongé, la Chambre des communes et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, Yves Perron, interpelle le gouvernement pour demander une étude du Bureau de la concurrence sur la pratique des grands détaillants en alimentation qui refilent certains frais aux producteurs et transformateurs alimentaires. Alors, nous retrouvons le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, sur le site du marché public à Saint-Gabriel de Brandon, près de la mairie, pour d'abord qu'il nous explique cette demande. Alors bonjour, oui, effectivement, on a eu connaissance dans les dernières semaines, il y a eu des sorties de 7 groupes de distributeurs alimentaires, de transformateurs et les producteurs agricoles qui se sont réunis pour dénoncer les frais injustes, dans le fond, qui leur sont chargés, qui leur sont demandés par les distributeurs, les grands détaillants. Donc on parle, ça a commencé évidemment, cette balade-là, cette valse-là a commencé avec Walmart. Et rapidement, dans les jours qui ont suivi, les autres distributeurs ont demandé d'avoir les mêmes rabais. Or, je pense, et on pense au Bloc québécois, qu'il y a un déséquilibre des forces du marché qui s'est créé là. C'est trop facile pour une multinationale comme Loblaw ou ainsi de suite de venir dire aux producteurs, bien, écoute, si tu n'acceptes pas notre frais supplémentaire de 3, 5, 6 % parce que nous, on a besoin d'investir dans notre commerce, c'est toi qui vas le payer, mais on va acheter la production de ton voisin. Alors, je pense que ça nécessite une enquête. On a analysé la situation et on s'est rendu compte que la Grande-Bretagne, entre autres, a déjà fait ce type d'action-là. Ils ont mené une enquête avec le Bureau de la concurrence. Ils ont établi une espèce de code de bonne conduite entre les acteurs du secteur et pour rétablir un peu l'équilibre. Là, on pense qu'il faut poser des gestes. Ça fait plusieurs années que les gens du milieu nous en parlent, les transformateurs en particulier, dès l'élection, le lendemain de l'élection, il y a eu des rencontres et il faut qu'il y ait une intervention là-dessus. Donc, on pense qu'il faut commencer par faire le portrait de la situation rapidement. Et si on s'inspire de ce qui s'est passé ailleurs, on pourra agir aussi plus rapidement. Autre demande faite par le Bloc québécois cette semaine, vous demandez carrément la démission du premier ministre Justin Trudeau, de son ministre des Finances Bill Morneau, en lien avec leur rôle dans l'affaire Uni, ou We Charity en anglais, et l'attribution justement d'un contrat à Uni. Mais c'est pas tout, vous demandez aussi la démission de Katie Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau, en lien avec un contrat pour le programme d'aide d'urgence au loyer qui a été confié à une firme où travaille son mari. Alors, vous menacez de présenter une motion de non-confiance si ces trois personnages ne démissionnent pas d'ici l'automne. Alors, on risque d'avoir des élections en pleine période de COVID. Je sais que ça peut paraître gros. On va relativiser ça. Dans le fond, ce qu'on souhaite au Bloc québécois, ce n'est pas d'avoir des élections. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens compétents. Et ce qu'on souhaite, c'est quand on siège à la Chambre des communes, on parle des vrais problèmes, qu'on trouve des solutions rapides, adaptées aux besoins du marché du travail et à la relance économique. Alors, qu'est-ce qui se passe de ces temps-ci? On a un gouvernement qui est occupé à temps plein à gérer ces scandales. Et ces scandales-là ne sont pas moins gros ou révoltants parce qu'on est en période de COVID. Au contraire, on a l'impression même qu'avec les pouvoirs extraordinaires qu'on a accordés au Parlement, on a pensé que ça passerait.
puis on s'est mis à faire des largesses. Écoutez, puis à chaque fois qu'on en parle, on apprend des nouveaux faits. C'est assez épouvantable. Quand on parle du premier ministre, donner un contrat sans appel d'offres à une entreprise qui engage et ta mère et ton frère, qui leur donne des cachets. En plus, on parle d'une organisation de bienfaisance. Puis on parle de cachets de 250 000 $. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la population en général, tu sais, le vrai monde ordinaire, là, qui va être volontaire pour faire du bénévolat, pour faire des œuvres caritatives si on leur donne 250 000 $. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, à quelque part, c'est un peu rire du monde. Donc ça, c'est très gros. Après ça, on apprend que la fille de Bill Morneau travaille pour la même entreprise. Et là, on vient de se rendre compte que Cathy Telford, son conjoint, il y a un poste de direction important dans une entreprise dans laquelle la SCHL a donné un sous-contrat pour les aides à l'hypothèque, pour les paiements à l'hypothèque, rapidement. Donc, les liens sont trop gros, là. Puis à un moment donné, on est tous conscients qu'on est en COVID. Je pense qu'on peut être intelligent pour faire les choses comme il faut. Mais à un moment donné aussi, il faut se lever quand les choses sont inacceptables. Et des fois, ça ne nous tente pas, nous autres non plus, hein, mais il faut faire ce qu'on a à faire. Depuis notre élection au Bloc québécois, on nous a toujours dit, on a promis à la population qu'on allait agir de façon raisonnable, responsable, mais honnête. À un moment donné, il faut agir selon la nécessité du moment. Donc oui, c'est possible qu'on aille en élection, mais il y a d'autres solutions. Hein? On remplace ces gens-là, puis on continue. Il n'y en a pas de problème. Il s'agit de faire la décision, d'avoir des gens à qui on peut faire confiance, qui prennent des décisions. Il a été réélu en octobre 2019, il n'y a même pas un an. Ben oui, mais en même pas un an, on trouve le moyen d'accumuler les 3 scandales dont on parle, plus c'est la 3e enquête du commissaire à l'éthique sur le même premier ministre, le voyage avec la GACAN, l'affaire SNC-Lavalin qui a été traitée de façon très maladroite. À un moment donné, on peut pardonner, on peut passer l'éponge, comme on dit, mais à un moment donné, il faut ramener les choses à l'ordre, là. En même temps, j'inverserais la question. Vous me dites, ça fait même pas un an. Oui, mais justement, ça fait même pas un an. Comment ça se fait qu'on peut gouverner tout croche comme ça en dedans de quelques mois? Ça n'a pas de sens non plus. Je pense qu'il faut replacer les affaires. Puis ça prend des gens de confiance au poste de direction. On parle pas de n'importe qui, là. On parle de chef de cabinet du premier ministre. C'est une des personnes les plus puissantes du gouvernement. Le premier ministre lui-même, puis le ministre des Finances. Ça commence à faire lourd, là, en gens qui se mettent de l'argent dans les poches ou qui mettent de l'argent dans les poches de leurs proches. Avec la COVID, le gouvernement a beaucoup dépensé dans les derniers mois. Déficit organisé, un scrutin très important, frais. Là, pour à ça, je vais vous répéter, oui, mais l'intégrité et la démocratie, ça n'a pas vraiment de prix. Je sais que c'est plate comme réponse, mais c'est ça. Puis quand on parle de frais et de grandes dépenses, justement, ça va me permettre d'illustrer la mauvaise gestion de ce gouvernement-là. Au départ, on a tous voté pour la PCU, entre autres. Même nous, là, exemple, l'aide aux frais fixes, l'aide au loyer dont je parlais par la SCHL, c'est une proposition du Bloc québécois. Il y a un paquet de choses qui ont été votées qui étaient une proposition du Bloc québécois avec lesquelles on était d'accord. Et c'était normal de donner une PCU généreuse et rapide parce qu'on était dans une situation exceptionnelle. Maintenant, quand ça fait 2 mois, 3 mois que c'est en place et qu'on se rend compte qu'il y a des effets néfastes, entre autres des gens qui ne veulent pas retourner au travail ou qui n'ont pas intérêt plutôt à retourner au travail parce que les gens étaient là pour travailler avant, ils étaient volontaires, ils sont encore. À un moment donné, les gens aussi font des choix rationnels. C'est grandement temps d'ajuster. Je donne un autre exemple, la prestation canadienne pour étudiants de 1 250 $. Avant la mise en place, on a exigé des engagements formels qu'il y aurait un incitatif au retour au travail dans la formule. On nous a garanti en Chambre, la vice-première ministre, Mme Freeland, nous a dit ça, là. Ils ont garanti en Chambre que ce serait fait. Après 2 semaines, savez-vous qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'est pas capable, la machine est trop grosse. Là, j'ai failli dire, tu sais, come on, là. Hein, on va le dire dans la langue... tu sais, comme... Arrêtez de nous bourrer à un moment donné, là. La machine est trop grosse. On est capable de le faire avec l'assurance-emploi. Moi, je pense qu'on est capable de le faire aussi. Et il est grandement temps qu'on le fasse. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de le faire, là. Alors, on attend les nouvelles. On va le faire par l'assurance-emploi. On a annoncé une transition de la PCU vers l'assurance-emploi. Il est grandement temps qu'on le fasse. Il aurait fallu qu'on le fasse il y a quelques mois, mais on va évidemment être en faveur de ces mesures-là. Moi, je veux juste rappeler que nous autres, on est là pour travailler pour le monde, des mesures concrètes, une relance de l'économie, c'est important, des investissements intelligents. On a déjà commencé, là, à partir du mois de mai, là, on a déjà commencé à rappeler au gouvernement que là, les dépenses étaient énormes et que chaque dépense, maintenant, doit être calculée
Hein? Le dollar qu'on dépense, il va rapporter combien? Et ça va être quoi l'impact à court, moyen et long terme de ces sommes-là? Premièrement, on n'agit pas en politique en fonction des sondages. J'essaie de le faire le moins possible. C'est sûr qu'on en tient compte un peu, tout ça, mais écoutez, c'est une question de morale, c'est une question d'éthique, c'est des détournements de fonds. Vous vous souvenez du scandale des commandites? C'est pratiquement aussi grave. Là. C'est peut-être pas les mêmes ordres de grandeur, mais c'est du copinage grossier. En même temps, on n'a pas le droit de laisser passer ça. Premièrement. Deuxièmement, il faut l'appui des conservateurs, il faudrait l'appui aussi du NPD. C'est pas clair que tous les partis vont appuyer, mais nous, c'est important qu'on mette la pression et qu'on dise, écoutez, ça, c'est pas acceptable, puis qu'on passe le message dans la population, parce que si nous, on fait pas le job qu'on fait là, il y a un paquet de monde dans la population qui ne savent pas présentement que la chef de cabinet, le premier ministre et le ministre des Finances mettent de l'argent dans les poches de leurs amis. C'est ça qui se passe, là. Moi, je pense que c'est assez grave pour ça. Heureusement, tantôt, vous m'avez fait mention qu'il y avait des sondages qui nous prévoyaient un autre gouvernement minoritaire. Ça, c'est le meilleur scénario, évidemment. Mais on ne peut pas non plus prendre nos décisions morales et éthiques en fonction de qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver dans 6 mois, dans 1 an. Là, ce qui est important, là, c'est qu'au jour le jour, on prend des décisions dans les intérêts du Québec. Et je pense pas que ce soit dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois de regarder passivement un premier ministre, un ministre des Finances et une chef de cabinet mettre de l'argent dans les poches de leur famille. Ça, c'est pas dans l'intérêt de personne, surtout pas dans l'intérêt de la démocratie. En terminant, on a parlé tantôt des frais imposés par les détaillants et ainsi de suite. Moi, j'invite la population en général à visiter ces magnifiques marchés ici. On est à Saint-Gabriel-de-Brandon aujourd'hui, on est à Saint-Damien il y a quelques jours. On se promène et on a des produits d'une très grande qualité. Et la bonne nouvelle dans tout ça, vous savez qu'à toute mauvaise chose, il y a du bon. Hein, nos grands-parents disaient ça, bien, je suis en train de découvrir que c'est vrai parce qu'à peu près tous les producteurs ici me disent que leurs ventes ont explosé cette année, que les gens ont un regain pour l'achat local. Je vous incite à acheter le plus proche possible de chez vous. En plus, d'aller connaître votre voisinage, savoir qu'est-ce que vous mangez. Alors, sur ce, profitez des belles journées qui restent et au plaisir. Alors, à Saint-Gabriel-de-Brandon, vendredi après-midi, nous avons aussi réalisé d'autres entrevues, dont une avec la présidente du marché Brandon, Odette Sarrazin, que nous vous présenterons au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, là, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 727 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise et la santé publique signale 46 nouveaux cas aujourd'hui. En ce moment, au Québec, il y aurait 145 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 27 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est 2 de plus qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 717 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. Et on vous en parlait là un peu plus tôt cette semaine, le CI3S de la Naudière a recommencé à publier des chiffres plus précis sur la progression de la COVID-19 dans la région et la dernière mise à jour a été publiée hier. Selon ces chiffres, la MRC d'Autrey aurait 45 cas considérés comme des cas actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades, ce qui place désormais la MRC d'Autrey au premier rang dans la Naudière en termes de cas actifs. Par comparaison, la MRC des Moulins en a 40, celle de l'Assomption 31 et celle de Joliette 39. On se rappellera que durant une grande partie de la crise, la MRC d'Autrey avait beaucoup moins de cas actifs que la MRC de l'Assomption, la MRC de Joliette et la MRC des Moulins. Alors, il faut donc demeurer très prudent. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion, c'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mardi 18 août, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Mariam Cheniti, j'espère que je le prononce bien, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Marie-Ève Besnard. Et une très belle fête aussi à Jeanne Bélanger de la part de sa fille Loulou. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. On se déplace maintenant à Lanoraie. Lors du plus récent conseil municipal, les règles pour la construction de garages ont de nouveau été questionnées par des citoyens de Lanoraie. Les précisions à ce sujet du maire de Lanoraie, Gérard Jean. Question, quelque chose qui concernait l'urbanisme, qui nous a été redemandé. Je pense qu'on s'était parlé la dernière fois concernant le garage sur la rue Sainte-Marie. Oh, oui. Bon. À la période de questions, on a eu des questions écrites, on a aussi eu des questions dans la salle, mais on a parlé justement, on nous demandait quelles sont les dérogations obtenues pour la construction du garage double du 432 Sainte-Marie. Et puis, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il n'y a aucune dérogation qui a été obtenue dans ce dossier-là. C'est que le garage, en fin de compte, après ça, on nous demande si cette construction a été autorisée, c'est-à-dire que là, on nous demandait si ça pouvait s'appliquer partout sur la rue Sainte-Marie, autant au terrain, c'est-à-dire aux propriétaires qui ont un peu plus grand terrain. Puis, effectivement, la construction, ce qui était interprété, c'est que la construction est sur rue. Mais en fait, la construction est en marge latérale. Puis, en marge latérale, bien, tout le monde a le droit de faire une demande de construction. Puis là, à ce moment-là, bien, c'est les règles normatives concernant la réglementation qui s'appliquent. Par exemple, concernant la grandeur maximum que quelqu'un peut aller. Comme dans ce cas-là, dans ce cas spécifique-là, c'est qu'il y aurait eu le droit de construire un maximum de 1200 pieds de surface de garage, mais dû à des contraintes, puis même avec les plans qu'on nous a présentés, il y en a environ 800 pieds, 850 pieds, là, qui sont occupés par le garage parce qu'il y a eu des contraintes autant au niveau de la bande de protection riveraine, tout ça. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a le PIA qui évalue le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est évalué par le comité consultatif d'urbanisme qui, eux, évaluent si ça répond aux critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire s'harmoniser avec le bâtiment principal. Et puis, le bâtiment principal a toujours été évalué pour s'harmoniser avec le secteur parce que c'est l'objectif du PIA. Mais en aucun cas, le PIA peut venir changer les règles normatives parce que là, à ce moment-là, ça serait arbitraire pour un citoyen qu'on change les règles normatives pour lui. Donc, le PIA, ce qu'il vient faire, lui, il vient donner c'est un règlement qui est discrétionnaire. Puis à ce moment-là, bien, il vient donner de la latitude au CCU et, c'est-à-dire au conseil municipal, parce que le CCU, dans le fond, c'est un comité consultatif. Oui. Les autres analysent le dossier, nous remettent ça, puis nous, à ce moment-là, le conseil municipal va regarder si l'ensemble des choses a bien été évalué. À ce moment-là, bien, on autorise ou on n'autorise pas. Puis dans ce cas-là, bien, effectivement, en bout de ligne, c'est pour ça que le conseil municipal a autorisé. Puis là, on nous demandait si les gens qui ont un garage plus grand, ça lui donnait l'autorisation de se faire une terrasse intégrée avec un spa, du mobilier extérieur, ainsi de suite. Mais oui, effectivement, tout le monde, ça, dans la plupart des cas, ça ne prend même pas de permis pour s'installer un spa. Puis le mobilier extérieur, je veux dire, ça ne prend pas de permis. C'est toujours bon de venir s'informer
surtout sur le bord du fleuve, parce que, bien, sur le bord de n'importe quel cours d'eau, parce que sur le bord d'un cours d'eau, il y a toujours une bande de protection riveraine à respecter. Puis c'est très important de rien aller mettre de construction permanente dans ces bandes-là. Donc, ça concernait justement par rapport à ça. Aussi, au niveau de l'urbanisme, bien, on a eu quelques dérogations qui ont été demandées. Sur ça, bien, il y a eu une dérogation au point 12.7 concernant dans le rang Saint-Jean-Baptiste, au 35 rang Saint-Jean-Baptiste, qui était d'avoir un garage détaché justement en cours avant. Et puis, ça n'a pas été autorisé parce que ce n'est pas conforme à la réglementation. Puis, si on commence à donner... vous savez, quand on arrive, à moins qu'il y ait une situation très particulière, sinon, une dérogation, ça ne doit jamais servir à contourner un règlement. Parce que si un règlement est inadéquat, à ce moment-là, il faut corriger le règlement et non pas aller par dérogation. Sinon, ça ne devient pas égal, ça ne devient pas équitable pour toutes les... Alors, nous aurons d'autres échos du dernier conseil de la Noret pour vous au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Comme vous le savez, là, les services pour les personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Mme Micheline Bourgault, décédée accidentellement à Sainte-Geneviève-de-Berthier le 5 mai dernier. Elle avait à ce moment-là 58 ans et elle était la conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge, Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos laissent aussi dans le deuil ses petits-enfants, Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine, de même que sa mère, Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault, laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, de 13h à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève-de-Berthier, où suivront les funérailles de Mme Bourgault à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mars, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Adèle Laferrière. Elle était retraitée de l'enseignement et fille de feu Jacques Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Viateur. Lui a précédé son frère André. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur, Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, Marcel Laferrière et sa conjointe Liette Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, dès 13h, en l'église Saint-Viateur de Saint-Cuthbert, où une liturgie de la parole suivra à compter de 14h. Et Mme Laferrière sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Viateur. À son domicile, le 11 août, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Albert Denis, époux de Gertrude Brassard, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé ses fils, Charles et Alfred Denis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Léo Denis et sa conjointe Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette,
Lucille Denis et son conjoint Jacques Joly, Huguette Brassard et son conjoint Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 23 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 14 heures. Et M. Denis sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Pour sa part, Viateur Héroux est décédé à la Valtrie le 8 avril à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lemay, demeurant à la Valtrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes. Il laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le dimanche 30 août de 13h à 16h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon et à l'église. Et bien sûr, vous aurez compris que le port du masque est obligatoire désormais à l'intérieur. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. C'était les avis de décès pour aujourd'hui et nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui va vous faire la météo. Donc aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu à matin, là, il y avait des orages quand même assez forts à Berthier. Et ça va peut-être se continuer, donc il y a encore des risques cet après-midi. On parle d'une température de 22 degrés avec un ressenti de 25 et un risque d'orage quand même assez conséquent. Pour ce soir, ça va être une température de 18 degrés avec un ressenti de 18 et ça va être partiellement nuageux. Pour la nuit par contre, alors là, ça va être 14 degrés avec un ressenti de 14. On voit que les nuits deviennent un peu plus froides ces temps-ci et ça va être dégagé, mais ça va être quand même un peu nuageux. Alors demain matin, ça va être une température de 16 degrés avec un ressenti de 16 et la température va être un peu plus belle. Donc demain matin, ça va être généralement ensoleillé, donc une très belle température. Pour l'après-midi, encore généralement ensoleillé, 21 degrés avec un ressenti de 21. Alors ce soir, une température de 17 degrés avec un ressenti de 17. La qualité de l'air va être bonne, le niveau de UV va être bas. Mais le pollen va être modéré, donc on constate une lente progression ces temps-ci, donc faites attention à ça si vous avez des allergies. Pour le bulletin concernant les insectes, eh bien là c'est très positif, donc c'est des bonnes nouvelles, les maringouins notamment. Donc aujourd'hui c'est modéré, mais tout au courant de la semaine ça va être très faible. Donc c'est vraiment une bonne progression et c'est typique des mois d'août. Pour les mouches à chevreuil par contre ça va être modéré encore là et les mouches noires ça reste faible. Donc, c'était Xavier pour la météo. Passez une très belle journée. On se retrouve demain pour un prochain bulletin. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non!